Bienvenue à votre bulletin local et régional InfoCam. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine. Projection 1635 a tenu sa première journée découverte entrepreneuriale du Kamouraska. Un retour sur la deuxième édition du concours Propulse ta voix. Maurice Gagnon remporte le prix littéraire Philippe Aubert de Gaspé. Et finalement, le musée régional de Kamouraska vous invite à un concert de Noël. Projection 1635 a initié sa première journée des découvertes entrepreneuriales du Kamouraska. Voici les détails avec Chloé Chéné et Luc Forgue. Alors, on était, Luc et moi, à organiser cette belle journée découverte entrepreneuriale du Kamouraska. Donc, une journée qui, en fait, insistait beaucoup plus sur qu'est-ce qui se passe en entrepreneuriat dans la région, quelles sont les possibilités pour des jeunes de moins de 35 ans qui sont intéressés vraiment par notre région et tout ce qui touche l'entrepreneuriat, autant la relève que partir quelque chose dans la région. Et qu'est-ce que vous avez fait visiter à ces jeunes? En fait, pendant la tournée, l'objectif, c'était de leur faire découvrir un peu qu'est-ce qui se passe en entrepreneuriat. Puis on voulait qu'ils soient en contact avec des gens qui ont réussi et qui développent leurs affaires ici au Kamouraska. Donc, on est allé rencontrer plusieurs entrepreneurs. On est allé rencontrer aussi les organismes de développement socio-économique comme CLD et la SADC. Mais ils ont aussi, pendant le 4 à 6 qui a suivi l'activité, rencontré d'autres personnes comme des élus municipaux, des gens de la formation continue du cégep. Donc, on les a mis en contact avec plein de gens. Puis, en fait, l'objectif, c'était ça, c'est qu'ils réseautent pour mieux comprendre comment ça se passe ici au Kamouraska pour développer leurs affaires. Et à qui ça s'adressait, cette journée-là? Tous les jeunes de moins de 35 ans qui ont une petite fibre entrepreneuriale, puis il y en a qui sont déjà partis en affaires, peut-être dans d'autres régions, mais surtout des gens qui ont le goût de venir au Kamouraska ou d'y rester, parce qu'il y en a qui étaient déjà. Et des jeunes, donc notre public cible à projection 1635, qui sont les 18-35 ans. Et on les a amenés où, plus particulièrement, au restaurant, je pense, côté Est? Oui, en fait, le dîner, on était reçus chez Côté Est par Kim et Perle. Donc, je pense que ça a été vraiment un coup de cœur pour tout le monde. On les a amenés rencontrer Brûlerie de l'Est, Saint-Pacôme, Jean-Pierre Tirement. On est allé rencontrer les gens du CDBQ. On est allé chez Hidalgo Média. C'est sûr, le dîner, on en a parlé. Dans l'après-midi, on est venu ici à Saint-Pascal rencontrer Sébastien Beaulieu, Ferronnerie d'Or, Brin d'Acier, pour terminer notre visite avec la SADC, avec une visite qu'on avait commencée au CLD. Donc, on était bien reçus partout, hein, Chloé? Puis le midi aussi, on avait invité des entrepreneurs. Donc ça, c'était vraiment super intéressant pour des jeunes qui ont des questions concrètes, précises. On avait des travailleurs autonomes à la table. Donc on a vraiment pu, les participants ont vraiment pu échanger avec des vrais gens de terrain. Mais c'est ça, pendant les gens qui étaient là pendant l'heure du dîner, il y avait Fabrice Roy-Plourde du Fil Bleu, il y avait Raphaël Caron-Marquis qui est nutritionniste, travailleur autonome, donc qui fait de la consultation en nutrition. On avait Renaud de Sanson de la résidence des Bois-Francs à Mont-Carmel. Il y avait aussi Cyril de Novidev. Et on avait aussi une présentation qui a été faite par Alexandre Libaud de la MRC et du Parc régional du Haut-Pays. Donc, tout ça mis ensemble, ça a créé une espèce de climat d'échange. On voulait que ce soit convivial, que ce soit simple. Puis je pense qu'on peut dire mission accomplie. Les gens sont ressortis avec vraiment, je pense qu'ils ont apprécié le contact qu'ils ont eu avec ces gens-là. Puis même pendant la journée, il y a des contacts qui vont peut-être mener à des relations d'affaires. Donc, on est vraiment, vraiment contents et très fiers de l'avoir fait en collaboration ensemble. Nous vous proposons la deuxième partie que ma collègue Marie-André Dupéré a réalisée avec le député du NPD, François Lapointe. Qu'est-ce qui vous anime en Chambre présentement par rapport au dossier du comté?
Les anglophones disent, il y a une expression que j'aime beaucoup, qui disent l'éléphant dans la pièce. C'est une espèce de gros truc qu'on ne peut pas passer à côté parce que c'est carrément comme avoir un éléphant dans son salon. On ne peut pas faire semblant qu'il n'est pas là. T'sais. Les prochains mois vont être ponctués régulièrement d'initiatives de l'Office de l'énergie du Canada par rapport au projet d'oléoduc qui a été déposé officiellement il y a un peu plus d'une semaine en date d'aujourd'hui. Donc là, on n'est plus dans le spéculatif, c'est-à-dire de dire la compagnie est intéressée à faire ça. Il y a vraiment eu un dépôt de 30 000 pages qui porte sur le document à l'Office de l'énergie. Ça lance un processus d'évaluation et de consultation de 15-18 mois, en théorie. Il y a eu une première difficulté qui n'est pas spécifique au Kamouraska, mais qui est spécifique à l'ensemble du Québec. La très grande majorité des documents qui ont été déposés sont unilingues anglais. Alors là, c'est la première chose qu'on a fait à l'intérieur de 72 heures. L'opposition officielle, nos démocrates, on a déposé une demande, carrément une plainte au commissaire aux langues officielles, lui demandant de... L'ONE est l'Office de l'énergie qui évalue ces grands projets de pipeline-là quand les pipelines traversent plusieurs provinces. Sinon, c'est juste le BAP. Si c'était un projet exclusivement à l'intérieur du Québec, ce serait seulement le BAP qui serait concerné. Mais là, vu qu'on traverse l'Ontario, le Manitoba, le Québec, le Nouveau-Brunswick, l'ONE a la part du lion dans le processus d'évaluation de tout ça. Et c'est une organisation fédérale qui est régie par une réglementation entièrement fédérale, l'Office de l'énergie. Et donc, on va demander carrément une opinion, un avis au commissaire aux langues officielles de dire, mais est-ce peut-on vraiment lancer un processus de consultation? Au Kamouraska, par exemple, le niveau de bilinguisme est assez bas, mais il y a plein de gens qui sont concernés parce que l'oléoduc va traverser la MRC de bord en bord, d'ouest en est. Donc, il va y avoir plein de gens ici qui vont être directement concernés par les consultations à venir. Ils vont peut-être vouloir, par exemple, déposer un mémoire. Et là, ils vont avoir accès à 30 000 documents, mais à majoritairement unilingue anglais pour se faire une tête sur ce qu'ils veulent apporter au débat. Nous, on pense que c'est inacceptable. Il faut absolument que le commissaire aux langues officielles fasse une intervention là-dedans, puis dise, on ne peut pas députer quoi que ce soit, on ne peut pas même imaginer demander aux gens du Kamouraska, du Québec, de leur dire, vous avez 3 mois pour déposer un mémoire, par exemple, à un moment où la majorité des documents déposés ne sont pas compréhensibles pour un francophone. Le projet de pipeline concerne au moins à 30-40 % le Québec. À mon avis, dans les 15 prochains mois, des rebondissements comme ça, qui vont être majeurs, alentour des processus de consultation de ce projet-là, seront omniprésents. Pour le Québec en général, mais tout autant pour le Kamouraska, qui, comme je l'ai dit, là, qui est littéralement traversé au complet d'ouest en est. C'est la première fois qu'un projet si gros traverse vers l'est. Ce qui est projeté ne concerne pas le Nouveau-Brunswick, les Américains, le Yukon, mais concerne vraiment l'Est. Et c'est dans l'Est qu'on a des Québécois, des Acadiens, donc des gens qui peuvent dire « Hey, attention, là, il y a un règlement par rapport aux langues officielles et je veux être respecté dans mes droits. » Il va y avoir plein de choses comme ça. C'est la première fois qu'un projet dit « On pense qu'on va traverser le fleuve Saint-Laurent ». Il n'y a pas d'équivalent ailleurs. Il n'y a jamais eu un projet qui disait on va traverser un bras aussi large, aussi imposant, aussi important pour l'économie de plusieurs provinces. Il y a plein de choses qui ne sont jamais vues. C'est dû au contexte. C'est dû au contexte, là, au contexte spécifique au Québec et à l'est du Canada de façon plus large. Alors, des questions comme ça qui vont un peu comme nous tomber dessus, qu'on va dire, bien là, si on veut être sérieux dans les débats, dans les consultations dans l'est du Canada, il ne faudrait pas oublier tel élément. Ça va arriver régulièrement qu'on va devoir intervenir. Et c'est important d'avoir l'appui de la population. C'est-à-dire, c'est pas que l'opposition officielle qui dit « Hey, attention, faites les choses dans le sens du monde, sinon, ben, vous n'aurez pas d'acceptabilité sociale. » Il faut que la population aussi soutienne en arrière et dise « Oui, effectivement, on ne peut pas être consulté avec des documents unilingue anglais dans une population qui est francophone. Ça n'a pas de bon sens. » Justement, par rapport à l'engagement citoyen, qu'est-ce que vous pensez à ce niveau-là? Est-ce que ça a un impact? Est-ce que c'est important? La plupart des élus ont un discours tout à fait cohérent. C'est-à-dire, ils disent aux gens, votre opinion est importante. J'ai entendu chez certains élus un angle, une lecture que moi, je suis complètement en porte-à-faux, qui dit, vous savez, l'Office de l'énergie, de toute façon, prend sa décision, peu importe l'opinion publique. C'est pas vrai. Ça peut être vrai au niveau de l'étape de la consultation et des conclusions de l'Office de l'énergie. Mais ensuite, ce n'est pas l'Office de l'énergie qui décide de faire ou d'émettre ou de ne pas émettre des permis. C'est le gouvernement au pouvoir. Donc, le gouvernement qui serait au pouvoir,
qui ne sera pas nécessairement conservateur en 2016 ou 2017. Hein, parce que 2015 commence demain, il y a au moins 15 mois de consultation, donc avant qu'un gouvernement fédéral se fasse dire, bien, voici les conclusions, et c'est à vous de décider de la faisabilité de ce projet-là. Ça revient au gouvernement fédéral en place en 2016-2017. OK? Un gouvernement ne peut pas porter aucune attention à l'opinion publique. Ça n'a pas de bon sens. Ce sont les gens qu'on représente, c'est les gens qui nous élisent. Alors, moi, tout le discours tout le discours qui peut aller jusqu'à amener les gens à être découragés de l'opinion publique, de l'action citoyenne, là-dedans, je suis contre. Au contraire, si vous avez des inquiétudes, on doit les connaître. Si vous êtes pour, on doit le savoir. Si vous êtes contre, on doit le savoir. Et ce qui va se forger comme opinion publique alentour des étapes de consultation, où il va se poser beaucoup de questions fondamentales. Un seul exemple que je donnais précédemment, un gros tuyau d'1 mètre de pétrole qui traverse le fleuve. Qu'est-ce que les Québécois en pensent de ça? Est-ce que la façon que la compagnie va suggérer de le faire, est-ce qu'au niveau de la sécurité, les gens vont être satisfaits? Bien, l'opinion publique sur des grandes questions comme ça est majeure, est très importante. Alors, au contraire, moi, je dis aux gens, contribuez au débat à tous les niveaux. Vous êtes pour, vous êtes contre, vous avez des inquiétudes, soyez là pendant les 15 prochains mois, c'est très important. La 2e édition du concours Propulse ta voix est maintenant terminée. Nous faisons un retour sur l'événement avec le directeur général du camp musical de Saint-Alexandre, Mathieu Rivet. Bien, c'était magnifique, d'abord, de voir ce partenariat-là avec un producteur, avec Éric Côté, qui s'occupe de Trois Pistoles en chanson également. C'est quand même du boulot de mettre un projet comme ça en place, de faire en sorte que des gens d'un peu partout au Québec se rassemblent ici dans une première fin de semaine et 2 semaines plus tard, finalement, viennent vivre les finales qui ont couronné, au fait, 3 gagnants cette année. Ça s'est très bien passé. On a eu vraiment un côté là, technique de scène, un côté d'expérience pédagogique aussi pour les participants, parce que souvent, dans un concours comme ça, bien, les participants peuvent partir un peu tristes ou malheureux d'avoir perdu. Mais ici, la participation fait que l'ensemble des participants, ce qu'on reçoit comme écho, c'est de dire « Wow, quelle a été cette expérience-là, là, d'être soutenu par des coachs, les profs qui donnent des conseils. » C'est très, je dirais, pédagogique comme expérience. D'où l'intérêt de faire ça au camp musical Saint-Alexandre, qui a vraiment un côté de formation musicale également derrière l'ensemble des activités qu'on fait ici. Est-ce que cette année, il y a eu encore beaucoup de candidatures? Oui, au fait, c'est certain qu'il pourrait toujours en avoir encore plus. C'est nouveau, hein? C'est un concours nouveau, c'est la 2e édition. Donc, ce qui fait qu'il y a des gens, oui, de partout, mais des gens qui souvent sont au courant des concours ou déjà aptes à participer à des événements comme ça. Donc, on souhaiterait d'en avoir au-dessus de 100 dans les prochaines années. Pourquoi? Pour faire encore une sélection préalable aux auditions à l'aveugle. On est chanceux parce que l'ensemble des candidats, là, je peux vous dire, là, moi, j'ai assisté à plusieurs des spectacles, là, puis c'est vraiment extraordinaire comme qualité. Lorsqu'on arrive en plus vers la fin, c'est magnifique. Là. Je ne sais pas comment les profs ont fait pour choisir parce que vraiment, l'ensemble des candidats étaient vraiment de talent. Justement, tu as parlé des profs. Comment ils ont été cette année? Ça a été très, très bien. C'est très exigeant quand même pour eux. Hein. Je donne un exemple. Vendredi, il y avait une journée où ils devaient être en test de son le matin, donc ils ont préféré arriver la veille. Donc, d'arriver le jeudi, de travailler un petit peu leur truc, parce qu'évidemment, c'est pas nécessairement des gens qui se connaissent. Ils se connaissent un peu dans le milieu, mais d'avoir vraiment chanté ensemble ou travaillé des choses ensemble. Moi, j'ai offert d'accompagner aussi au piano quelques pièces. Donc, tout ça, c'est fait un peu jeudi soir, vendredi matin. Et là, vendredi, dans l'après-midi, ils étaient en formation avec l'ensemble de leur équipe. Donc, les 10 participants, 9 participants de chacune des équipes étaient avec son prof et là, travaillaient tout l'après-midi à préparer les chansons qui allaient être faites dans la fin de semaine. Donc, toute la journée comme ça. Et le soir, eux, ils étaient en spectacle. Fait que ça fait des journées qui sont très exigeantes. Ça paraît pas, mais d'être assis, d'avoir le cerveau aussi prêt à donner des commentaires aux gens, à trouver les bons mots, c'est extrêmement exigeant. Mais ils ont fait ça avec un brio, puis ça a été des belles rencontres aussi. Je pense que c'est des gens qu'on va revoir dans l'environnement du camp musical ici. Et est-ce que le public était toujours au rendez-vous? Bien, disons que c'était toujours ici, on a la chance d'avoir une salle qui est quand même relativement petite. Évidemment, le fait, dans les premiers jours, d'avoir beaucoup de participants fait en sorte qu'il y a quand même des gens qui assistent au spectacle. Mais je dirais que s'il y a un point qu'on veut travailler et faire en sorte qu'on améliore le projet,
c'est de faire en sorte que les gens du milieu ici, de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, s'approprient ce projet-là parce que il y a comment de centaines de milliers de personnes qui écoutent la voix puis qui regardent ce spectacle-là à la télévision. Mais là, d'avoir ça dans notre région, je peux vous dire, c'est la même qualité au niveau là, de ce qui est fait au niveau du chant. Il manque juste, évidemment, tout le côté télévisuel de la chose. Mais il reste que, franchement, les gens auraient intérêt à se déplacer un peu plus et venir voir l'ensemble des spectacles qui sont proposés ici. C'est quand même 8 spectacles en 2 fins de semaine. Donc, il y a de la place là, pour trouver une plage horaire qui permet à tout le monde de venir profiter du moment. Et parle-nous du fameux gagnant. Qui est-il? Cette année, ils ont fait une entente sur les 8 finalistes. Éric Côté a proposé aux finalistes de séparer la bourse, au fait, en un 500 $, un 300 et un 200 parce que, honnêtement, tout le monde était très bon. Et des fois, quand il y en a un qui sort du lot qui dit « Non, moi, j'aimerais mieux garder la règle là, qui était annoncée », puis je pense que c'est quelque chose qu'on va faire un peu probablement comme modification des prochaines années. Ça a permis à 3 personnes, au fait, de gagner. Un vrai gagnant, qui est Simon Gagnon, qui est quelqu'un de la région de Montréal. Je crois qu'il est de l'Épiphanie, quelque chose comme ça. Lui, il s'accompagnait beaucoup à la guitare aussi. Super guitariste, très musicien. C'était impeccable, les prestations qu'il a données dans des styles complètement différents. Je pense que c'est une première pour lui là, de gagner un concours aussi important. Donc, lui a gagné le 500 $ et l'enregistrement studio. Il y a également une fille de notre région, Geneviève Roussel, qui a gagné également une des 2 places, et également Mathieu Marcoux, qui vient de Québec. Super chanteur, là, un peu comédie musicale, mais très intense là, dans sa façon d'interpréter. L'an passé, il avait fini 2e ici. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui mérite vraiment là, d'être entendu. D'ailleurs, un petit point à la fin de l'événement, il y avait une jeune fille de 12 ans, la plus jeune participante du concours. Bien, je lui ai offert une bourse pour venir se perfectionner et venir travailler ici durant l'été. Donc, je pense que ça rajoute un petit volet là, qui est quand même super intéressant. J'étais extrêmement touché là, de ça, de se dire à 12 ans, là, ça prend de l'audace quand même là, de se déplacer justement de la région de Montréal, de s'en venir ici, de passer le week-end ici, de voir. C'est une superbe expérience, mais c'est quand même quelque chose pour une jeune de 12 ans. Là. Maurice Gagnon, journaliste bien connu de la région, a remporté le prix littéraire Philippe Aubert de Gaspé le 8 novembre dernier. Voici ses commentaires. Vous venez de recevoir le prix littéraire Philippe Aubert de Gaspé. En quoi consiste ce prix? Bien, le prix Philippe Aubert de Gaspé, c'est un prix qui est remis à chaque année à un auteur de la Côte-du-Sud pour souligner le rayonnement qu'il a apporté par ses œuvres, par ses écrits à ce territoire qui est la Côte-du-Sud en particulier. Moi, on a souligné surtout mon travail de journaliste et d'auteur en même temps. Donc, c'est un peu pour reconnaître ce travail-là qu'on m'a remis le prix. Donc, vous avez reçu ce prix pour l'ensemble de vos œuvres. Si on faisait un parcours littéraire de vos œuvres? Bien, si on... Bon, il y a tout le côté journaliste, évidemment, où je suis au placoteux comme journaliste et rédacteur en chef, là. C'est plus difficile d'entrer dans les détails, mais vous avez quand même gagné 3 prix en journalisme. Oui, c'est vrai. Il y a quelques années de ça, j'avais gagné le prix... le premier que j'avais gagné, je pense, c'est le prix Hydro-Québec pour un reportage que j'avais fait sur les belugas. J'avais remporté le prix Agriculture Canada pour un reportage ou un article sur les oies blanches. Et le titre de journaliste de l'année, pour un reportage sur le premier Québécois à avoir atteint le sommet de l'Everest, Yves Laforêt. Et ça, ces prix-là, c'était remis par les hebdos du Québec, c'est ça, dans le cadre de leur congrès annuel. Et ensuite, ben là, il y a eu toute la production que j'appellerais plus littéraire. Ça a commencé en 2000 avec mon premier roman qui s'appelait « Seul l'assassin a le droit de mentir », qui n'est plus disponible aujourd'hui. Tout a été épuisé. En tout cas, les copies qu'il y avait disponibles sont épuisées. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Et ensuite, 5 ans plus tard, est arrivé Coup de théâtre, mon deuxième roman policier. Le premier était un roman policier aussi. A suivi ensuite L'île silencieuse, qui lui aussi est un polar, qui se passe celui-là sur l'île aux grues. Coup de théâtre se passe à Saint-Pacôme, dans mon village natal. L'île silencieuse se passe sur l'île aux grues. Et tout récemment, en 2013, est sorti
Les Amants de Port-Joli, qui cette fois-ci, n'est pas un roman policier, mais un roman saveur historique, basé sur une histoire vraie qui a eu lieu en 1774 à Saint-Jean-Port-Joli et qui avait fait tout un scandale, non seulement à Saint-Jean-Port-Joli, mais dans la région. Donc, je pense aussi que le fait que mes intrigues se déroulent sur la Côte-du-Sud, je pense que c'est un point qui a peut-être joué en ma faveur, je dirais, pour la remise du prix, parce que je trouve que c'est important aussi quand on est... En tout cas, moi, pour ma part, je trouve ça important de faire vivre des intrigues à l'intérieur de ma région en même temps. Pourquoi la Côte-du-Sud ne serait pas le théâtre de crimes crapuleux ou autres? Mais vous êtes journaliste. Et comment vous faites pour trouver du temps pour écrire des romans? C'est quand même un travail de longue haleine, écrire un roman. C'est de la recherche, c'est de l'écriture. Comment vous faites pour gérer tout ça? J'avoue que c'est le problème. C'est pas évident de trouver du temps, surtout... Bon, c'est sûr que le travail, la vie familiale, il y a plein d'affaires qui entrent en ligne de compte et qui font que c'est plus difficile de trouver du temps. Sauf que le livre que je prépare, il n'y a personne qui attend après. Il n'y a personne qui est dans son salon puis qui attend, qui se dit, voyons, il va-tu sortir son 4e livre? Ça fait que j'ai comme le temps devant moi aussi pour le faire. Parce que si on regarde, il y a eu généralement 3 ans, même dans le cas du premier, 5 ans. Il y a quelques années qui s'écoulent. C'est sûr que généralement, moi, je calcule généralement que ça peut être un travail d'une année, sur une année. Mais ce qui est important, c'est d'être constant. Par exemple, d'en faire un petit peu, mais régulièrement. Parce qu'un exemple que je donne souvent à des gens qui me posent cette question-là, c'est que si un feuillet, une page 8,5 onces, c'est pas long, ça, tu sais, écrire ça, un feuillet, une page 8,5 onces, dans une journée, si on écrivait un seul par jour, après 1 an, on aurait un livre de 365 pages. Donc, c'est faisable, mais il ne faut pas trop faut se donner comme, je dirais, la motivation pour être régulier dans son travail. Mais ça se fait. Je pense que la plupart des auteurs, d'ailleurs, ont un autre emploi. Parce qu'il ne faut pas se le cacher. On ne peut pas vivre de ça au Québec, à moins d'être vraiment très connu. Sinon, il faut avoir un emploi parallèle. La majorité des auteurs sont soit enseignants ou même beaucoup de journalistes écrivent. Mais vous dites que les gens n'attendent pas votre roman, mais l'éditeur, il vous donne pas une date? Non, non, pas vraiment. Habituellement, on a une entente. Comme là, mon éditeur, mon dernier éditeur m'a parlé d'un projet sur lequel il voudrait que je travaille, qui serait plus un recueil d'événements, ce qu'il appelle des événements oubliés de la Côte-du-Sud. Des textes courts sur un événement réel qui a eu lieu, par exemple, dans une communauté ou le portrait d'un personnage, des choses comme ça. Puis quand il m'avait parlé de ça, j'ai dit, ben oui, ça m'intéresserait parce qu'il l'avait fait pour la région de la Nodière. J'ai dit, oui, c'est un projet qui pourrait m'intéresser, mais demande-moi pas de te produire ça dans 6 mois. Faut que je prenne quand même le temps de le faire parce que je fais ça à travers plein d'autres choses. Donc, on s'est entendu dès le départ que oui, c'était quelque chose qui était réalisable, mais pas dans un temps... record. Il faut qu'il me laisse le temps pour le faire. Et si on revient au prix, qu'est-ce que ça fait, outre le fait d'être honoré? Est-ce que ça vous pousse à continuer et à en faire d'autres romans? Bien, comme on le disait tantôt, c'est vrai que des fois, on se dit, c'est vrai que ça prend du temps, malgré tout, que ça gruge du temps, puis que ça demande comme une certaine énergie pour le faire aussi, là, quand je parlais de régularité tantôt. Puis des fois, tu dis, ça vaut-tu la peine de continuer? Tu sais, ça vaut-tu la peine que j'en fasse d'autres? Puis quand quelque chose comme ça arrive, c'est un petit peu comme la tape dans le dos là, qui te dit peut-être que oui, dans le fond. Peut-être que ça vaut la peine, justement, de continuer, simplement. Le Musée régional de Kamouraska vous invite à un concert et conte de Noël dans la magnifique église Saint-Louis de Kamouraska. Voici les détails avec Yves Sévigny. Le 7 décembre, à 14h, on invite toute la population du Kamouraska à venir à un spectacle de Noël où on va avoir des cantiques, des chants traditionnels de Noël là, qui vont être faits là, dans l'esprit vraiment traditionnel. Et également, ne pas oublier qu'on va avoir un conteur qui va venir nous raconter des contes de Noël. Qui est ce fameux conteur? L'incontournable Pierre Lévesque, un ancien professeur du cégep de la Pointe-Catière, qui a une longue expérience en théâtre et également en littérature. Qui est le chanteur qui va venir proposer les chants de Noël? C'est M. Jean Huard. Il a une très, très belle voix. Il nous propose de venir faire ce spectacle-là pour vraiment venir animer notre milieu et nous faire revivre la tradition de Noël.
Il va être accompagné au clavier là, durant ses différentes prestations par Nicole Lacasse. Et qu'est-ce qu'elle a de particulière, cette église? Premièrement, l'église, elle est très belle. Elle a un cachet patrimonial. Cette église ici à Kamouraska, elle a très peu changé depuis sa construction. Donc, on fait un peu un voyage dans le temps lorsqu'on rentre dans cette église-là. Mais également, c'est une église qui a une très bonne acoustique. Donc, ça va être vraiment en émotion qu'on va pouvoir participer à ce concert. Ça risque d'être très plaisant. Le spectacle est gratuit, donc on invite tout le monde de pouvoir se déplacer ici, à venir assister à ce concert-là. Ça lance très bien la saison de Noël. Et vous proposez aussi au Musée régional de Kamouraska une nouvelle exposition. C'est une exposition qu'on a en grande primeur canadienne. Elle vient tout juste de sortir des ateliers de fabrication. C'est une exposition qui porte sur la gravure. Et comment est-ce qu'on fait la monnaie et également les timbres poste par la Banque du Canada. C'est une exposition extraordinaire, des très belles pièces. Et pour la journée du concert de Noël, vous proposez aussi un coût moindre pour l'exposition qui va être juste à côté. Oui, pour cette journée-là, on va proposer à ceux qui assistent au spectacle, à la population en général, de pouvoir venir voir cette exposition-là pour un coût moindre, ce qui est un coût uniforme de 5 $. Et sinon, si on n'a pas la chance cette journée-là de voir l'exposition, elle se termine quand? Elle se termine le 30 décembre. Donc, on va être ouvert entre Noël et le jour de l'an pour pouvoir permettre aux gens de la région de venir visiter cette exposition-là et également amener la parenté. C'est ainsi que se termine votre bulletin d'information. Merci d'avoir été avec nous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Mallette de Saint-Pascal est fière d'être associée à cette émission. Mallette, 470 Avenue Chapelot à Saint-Pascal, 88 492 3515. Pour nous faire part d'une nouvelle, des images ou suggestions de reportages, par téléphone le 88 492 2711, par télécopieur le 88 492 7498, par courriel à presse@tvck.org et par Internet au www.tvck.org. LC Productions est fière d'être associée à cette émission. LC Productions se spécialise dans la conception et l'hébergement de sites Web. 1-877-680-5550.